Bonjour à toutes et à tous. Si je suis là ce matin, si j'interviens, c'est surtout, je crois, en tant qu'ancien bâtonnier, comme un ordinal de province qui va venir porter un regard sur l'encadrement des honoraires, l'encadrement européen des honoraires, et puis sur les perspectives du financement commercial des contentieux par les tiers et les questions éthiques, philosophiques, politiques, économiques que cela peut poser. Nous avons été alertés, vous le savez, par un arrêt rendu début janvier 2023 par la CJUE sur la question de savoir finalement si les conventions d'honoraires d'avocats étaient soumises ou non à la directive 93-13 modifiée en 97 sur les clauses abusives. C'est ce que la Cour de justice est venue nous confirmer. Nous confirmer pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'objet même du contrat, c'est la rémunération contre le service rendu, la rémunération de l'avocat contre le service juridique rendu au client, et que la clause de fixation des honoraires n'est pas claire et n'est pas compréhensible pour un client consommateur, on rentre dans les mécanismes d'applicabilité des clauses abusives. Et donc, dans cette espèce, un confrère lituanien de mémoire n'avait pas été entièrement réglementé de ses honoraires. Il avait fait un procès à son client dont il n'avait pas été entièrement entendu par le juge qui lui avait opposé la théorie des clauses abusives pour faire sauter sa convention. Et il a élevé cette question des honoraires devant la Cour de justice qui s'en est emparé. Alors, bon, les avocats lituaniens, 100 € de l'heure, ça pourrait être pas mal de leur sous-traiter d'ailleurs des dossiers, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, on peut trouver encore moins cher pour faire la sous-traitance. Blague mise à part, ça posait énormément de questions, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une dizaine de minutes pour voir deux problèmes majeurs quand même qui vont occuper les citoyens européens en tant que clients des cabinets et les avocats. Mais ce qu'il faut retenir, je crois, c'est que la Cour de justice nous dit donc que cette directive sur les clauses abusives, elle s'applique aux conventions d'honoraires conclues entre un avocat et un client. Qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment nous, les avocats, on peut rédiger correctement nos conventions pour éviter d'avoir à se retrouver dans cette situation-là. Parce que le confrère lituanien, il avait effectivement fixé son taux horaire, 100 € de l'heure, je l'ai dit, mais il n'avait pas fixé le nombre estimable d'heures sur lesquelles il allait travailler dans le dossier. Et c'est ça qui est sanctionné par la Cour de justice. Et j'ai envie de vous dire, c'est assez naturel, puisque c'est trop imprévisible. Je vais vous facturer 100 €, oui, mais sur 10 heures, sur 100 heures, à la sortie, la facture pour le client consommateur, entendons bien, n'est pas la même. Donc, le Conseil national des barreaux a réagi en disant on va retoucher nos modèles de convention d'honoraires. Mais moi, personnellement, j'ai toujours utilisé ce modèle-là que j'ai adapté. Et dans le modèle sur la convention d'honoraires au temps passé, il y avait le taux horaire que chaque avocat est libre d'appliquer en fonction de sa notoriété, son expérience, son domaine d'activité, et le nombre d'heures prévisibles. Donc si je devais aujourd'hui donner un conseil aux confrères, eh bien, ça serait évidemment d'être précis avec cette prévisibilité. Il est bien évident que sur un contentieux de base, selon que l'adversaire vous conclut 2 fois, vous conclut 10 fois, vous n'avez pas passé le même nombre d'heures sur le dossier. Donc vous allez donner une fourchette et vous allez détailler dans votre convention d'honoraires qu'est-ce que vous facturerez en plus en fonction de l'évolution assez prévisible d'un dossier contentieux. Ça, c'est le premier élément. Second élément que cet arrêt posait, c'était finalement de savoir quelles sont les conséquences pour le client et pour l'avocat du fait que le tribunal national déclare cette clause de l'honoraire abusive. Est-ce que ça annule la clause? Est-ce que ça annule le contrat? C'est tout un débat. Et finalement, quid de la rémunération de l'avocat au final? Est-ce qu'il doit être payé ou est-ce qu'il ne doit pas être payé? Et dans ce cas, est-ce qu'il doit rembourser la prestation qu'il a déjà effectuée? Ben ça, c'est une vraie question qui est importante, qui est compliquée sur le plan juridique. Il me faudrait déjà 25 minutes pour détailler le cheminement intellectuel que la Cour a suivi. Ce que je peux vous dire, et ce qu'il faut retenir, c'est que, vous le savez, en France notamment, les honoraires de l'avocat sont fixés par l'article 10 de la loi de 71 et l'article 11-2 du règlement international qui prévoit des critères
de facturation, la notoriété de l'avocat, la difficulté de l'affaire, etc., etc. Et lorsque les lois Macron ont introduit en France la convention d'honoraires obligatoire en 2015, la question s'est posée en jurisprudence interne de savoir si l'absence de convention d'honoraires signée entre un avocat et un client entraînait le fait qu'il n'avait droit à aucun honoraire. Et après quelques balbutiements de deux premiers présidents de Fort-de-France, de mémoire et de Nîmes, la Cour de cassation, un arrêt du 14 juin 2018, a fixé, la deuxième chambre civile a fixé sa jurisprudence en disant ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de convention d'honoraires que l'avocat n'a pas droit à rémunération, et on va rebasculer sur les critères de l'article 10 de la loi de 71 pour fixer les honoraires dus à l'avocat, que ce soit par le bâtonnier en première instance, qui est le juge taxateur, ou que ce soit en appel par le premier président. Donc, c'est ce que retient, à partir du moment où vous avez une législation dans votre droit interne qui prévoit que le juge peut fixer les honoraires, même si la convention d'honoraires est annulée, à ce moment-là, je considère que la rémunération de l'avocat est due et elle est protégée. Il en sera différemment dans les autres pays de la communauté qui n'ont pas cette législation interne, parce que ce que la Cour de justice dit également, c'est que le juge, à partir du moment où la convention d'honoraires est annulée parce qu'elle contient une clause abusive, le juge national ne peut pas fixer lui-même les honoraires sur des critères qu'il arrêterait lui-même. Soit il y a une législation nationale qui les fixe, et c'est le cas en France, soit il n'y en a pas, et dans ce cas-là, la rémunération, elle n'est pas due. Voilà pour ce point. Donc cet arrêt a suscité beaucoup de commentaires, d'inquiétudes dans la profession. Moi, je dis simplement, dans un monde où le client est particulièrement volatile, particulièrement difficile, particulièrement compliqué, particulièrement exigeant, je crois que c'est à nous, juristes de formation, de correctement rédiger nos conventions d'honoraires afin d'éviter de prêter le flanc à la critique. Deuxième sujet qu'on m'a demandé d'évoquer ce matin avec vous, le financement commercial des contentieux par les tiers. Alors vous savez que dans la profession d'avocat, il y a un domaine qui nous intéresse beaucoup et dont on parle très souvent, qui, à mon avis, dans l'esprit est à peu près similaire, c'est l'ouverture aux capitaux extérieurs des cabinets d'avocats. Ça, on en parle beaucoup, la profession est mobilisée, notamment les ordres de province, mobilisés contre l'entrée des capitaux extérieurs dans les cabinets d'avocats, parce qu'on estime que c'est contraire à nos règles déontologiques, notamment d'indépendance et de secret professionnel, etc. Mais là, finalement, le financement commercial du contentieux, des contentieux par les tiers, c'est évidemment un système qui nous est, comment dirais-je, proposé et qui nous vient directement des États-Unis et de l'Australie, qui ont une vision évidemment extrêmement différente de ce qu'est le marché du droit, de ce qu'est sa marchandisation. Donc on a historiquement ce que les Anglais, les anglo-saxons appellent le third party funding. Bon, j'ai plus l'accent marseillais qu'anglais, vous l'aurez compris, mais ça part de chez eux. Voilà, et dans ces pays-là, il y a de très nombreux contentieux dans lesquels des entreprises privées viennent financer les procès du demandeur, souvent, mais l'hypothèse qu'elle puisse venir également du défendeur n'est pas à empêcher. Eh bien, oui, mais il y a une contrepartie. La contrepartie américaine, c'est qu'on vous prend entre 30 et 60% des dommages et intérêts de la victime. Et ça, c'est quelque chose qui, dans notre esprit européen et encore plus français, est très, très éloigné de la conception que nous nous faisons de la justice. Donc, aux États-Unis, en Australie, ça ne pose pas de problème particulier, notamment parce qu'il est exact que ce mode de financement présente aussi un certain nombre d'avantages dans l'accès au droit, dans le fait pour certaines parties, notamment des personnes physiques qui s'attaqueraient à des entreprises privées extrêmement puissantes et riches, eh bien, ce financement privé leur permettrait de porter ce procès. Vous savez, je ne vais pas refaire le procès. Qu'est-ce qu'on a comme film? On a Erin Brockovich, Soderbergh 2000. Voilà, on est dans ces procès où effectivement c'est le pot de terre, pardonnez-moi, contre le pot de fer, et où effectivement le coût du procès est exorbitant dans ces pays-là et
ce qui est très différent de notre culture à nous, où l'accès, la justice est gratuite, quasiment gratuite. Et donc, c'est toujours pareil, hein, cette question du financement commercial des procès par les tiers, importé des pays anglo-saxons, vient tout doucettement se poser sur nos plages et rives de Méditerranée. Alors, ça pose quand même de sérieux problèmes, à la fois d'ordre philosophique, d'ordre éthique et d'ordre moral pour nous, les Européens, et notamment les Français. Parce que le financement par les tiers, ça introduit un élément de profit dans le processus judiciaire, un accaparement par des entreprises privées des dommages et intérêts alloués à un justiciable. Ça, c'est un vrai changement de paradigme pour nous les Européens. On n'est pas du tout habitués à cette façon très mercantile de penser l'objet et l'issue d'un procès. Donc, effectivement, on l'a retrouvé, il y a quelques cas de procès, hein, ça existe déjà en Europe, hein, il ne faut pas penser que c'est limité, encore une fois, aux États-Unis et en Australie. Il y a déjà de vrais gros procès qui ont eu lieu en Europe. On a eu, par exemple, un procès des actionnaires de Yukos contre la Fédération de Russie. On a eu Eurogaz contre Pelmont Ressources contre la République slovaque, sauf erreur de ma part, en 2014. Bref, ça existe déjà chez nous, mais c'est assez limité. Et aujourd'hui, la question qui s'est posée, au-delà encore une fois, de ces questions d'ordre philosophique et qui touchent le rapport à la justice et à l'accès au droit, il y a aussi des questions d'ordre déontologique qui, évidemment, viennent se poser à nous, les avocats, puisqu'il vient heurter un certain nombre de nos grands principes. Je pense évidemment au risque d'atteinte à l'indépendance dans la relation avocat-client, puisque vous avez un troisième opérateur qui va venir s'immiscer dans cette relation-là et qui aura peut-être à un moment donné dans le procès des intérêts, alors qu'il est financeur, peut avoir des intérêts contraires avec celui qu'il finance, ou l'avocat peut avoir dans une discussion, une négociation, des intérêts contraires entre le financeur qui ne voudra pas accepter l'accord parce qu'il estime qu'il ne touche pas assez, par exemple. Donc, ça pose un problème vis-à-vis de notre indépendance. Ça pose un problème de conflit d'intérêts éventuel entre les différents clients, même si le financeur n'est pas le client de l'avocat. Ça pose des difficultés, ça nous posera des difficultés en matière de confidentialité, de secret professionnel, bien évidemment, qui sont quand même la base de l'exercice quotidien de notre métier. Et puis ça pose aussi une question d'accès inéquitable à la justice entre ceux qui pourront bénéficier de ce financement parce que l'opérateur privé sent la bonne affaire et va investir dans le procès, et ceux qui auront un dossier à moins forte rentabilité et donc qui ne trouvera jamais ce financement en parallèle. On en revient aux fonds de pension qui viennent investir encore une fois pour chercher des très forts taux de rentabilité. C'est pensé comme ça. Ce sont des fonds de pension qui arrivent sur un marché, c'est un marché, il y a de l'argent à faire. Je viens et je vais orienter mes investissements. Je suis investisseur privé, c'est normal, hein, c'est le jeu aussi du marché, donc de choisir le client, enfin le justiciable que je vais accompagner. Et puis ça peut avoir aussi un effet d'incitation à la judiciarisation des conflits avec une augmentation croissante des procès contre les grands groupes, par exemple. Donc ça pose quand même des questions déontologiques pour nous, les avocats, très importantes. Et ça ne pouvait pas évidemment échapper à l'Europe, qui s'est positionnée évidemment et qui ne peut pas laisser le marché, qui ne peut pas laisser la mise en place de ce qu'on appelle donc le FCT, le financement commercial des contentieux par les tiers, le laisser totalement ouvert. Et donc on a une résolution du Parlement européen du 13 septembre 2022 qui contient des recommandations pour la Commission et qui a mis en place et prévu et proposé en tout cas à ce stade une résolution de directive. Comment on va faire, nous les Européens, pour à la fois ne pas empêcher cette pratique, parce que certains, notamment les anglo-saxons, pensent qu'elle est un plus dans le cadre de la gestion de contentieux, tout en respectant les principes fondamentaux du droit romano-germanique. Eh bien, on prévoit toute une palette de mesures
de règles minimales pour justement encadrer correctement cette pratique. On va définir son champ d'application, on va définir les personnalités physiques ou morales qui sont parties donc à ce FCT, tiers financeur, demandeur, tribunal, bénéficiaire visé. On va mettre en place en fait un système d'agrément européen où on va inviter chaque État dans ses règles normatives internes à venir mettre en place un organisme certificateur dans lequel on va forcer les opérateurs privés à se déclarer, à apporter un certain nombre de garanties éthiques, un certain nombre de garanties de solidité économique, parce que si vous investissez, je ne sais pas, 50, 100, 150 000 euros, peut-être plus, sur un contentieux, et qu'en cours, vous laissez tomber le client, qui se retrouve, lui, engagé dans ce contentieux, mais qui n'a plus les moyens financiers d'aller jusqu'au bout, et bien évidemment, ça pose une vraie difficulté. Donc, un certain nombre de garanties, un système d'agrément, des conditions d'agrément, avec la garantie que ces financeurs ont des fonds propres, un devoir de loyauté entre le client et le financeur, et puis la mise en place d'autorités de contrôle avec un certain nombre de pouvoirs de contrôle et de coercition pour que, effectivement, lorsque une procédure de plainte va s'ouvrir entre le client financé et le financeur, eh bien, il puisse y avoir un droit interne, un processus judiciaire qui permette au client de se plaindre et de faire valoir ses droits s'il estime que dans ce rapport contractuel qu'il a mis en place avec le financeur, eh bien, il a été floué, par exemple. Donc, on encadre, on met en place un certain nombre de garanties, on essaie de mettre en place un certain degré de moralité et de loyauté également. Et puis, il y a un élément qui me semble fondamental aussi. On oblige les financeurs à informer les tribunaux qui jugent de l'affaire principale. Parce qu'en fait, il faut que les juges ils sachent que quand ils vont allouer, comme dans le dossier de l'ancien sportif là, qui a fait un procès à une chaîne de télé parce qu'il avait été montré dans une position inconfortable et qu'il avait pris 140 millions de dollars de dommages et intérêts, il faut que le juge il sache que le financeur, lui, il en prend 90 sur les 140. Ce n'est pas la même logique. Il faut aussi que le tribunal sache comment est financé le procès. Donc ça me semble aussi un élément extrêmement pertinent. Il faut aussi l'encadrement de la résiliation des accords de financement. Encore une fois, le financeur ne peut pas en cours de procès laisser tomber comme il le souhaite le client qu'il finance. Et une procédure qui permette à chacun de faire valoir leurs droits. Voilà pour cette partie sur la manière dont l'Europe s'empare de cette question, sachant que sur les questions qui concernent la profession d'avocat, le CCBE, qui est la voix des avocats européens, qui rassemble 45 pays et un peu plus d'1 million d'avocats ici sur nos terres européennes, avait fait tout un tas de recommandations avant l'été 2022 afin effectivement de pousser le Parlement à modifier certains points qui touchaient notamment effectivement à la profession d'avocat, parce qu'effectivement, encore une fois, moi je suis assez... c'est même pas de la vigilance, je suis très circonspect et très réservé même sur ces modes de financement qui, encore une fois, sont totalement étrangers à nos pratiques habituelles. On a un accès à la justice, et on le sait, on a de la chance pour ça en France, qui est assez facilité. On a les protections juridiques, qui peuvent financer une partie des procès. On a une difficulté dans notre métier, c'est que sur les recours collectifs, on ne sait pas pourquoi, mais le législateur a exclu les avocats, clairement, des recours collectifs pour les laisser à des associations. Ça, c'est un vrai problème également. Mais enfin, on est vraiment sur des questions de nature éthique, et je crois que l'argent ne doit pas toujours passer avant une certaine éthique. Je crois que j'ai utilisé mon temps et il est l'heure d'aller déjeuner. J'aurais aimé vous parler de financement par les tiers dans le secteur de la crypto-monnaie. Il y a plein de choses à dire. J'aurais aimé effectivement vous parler encore des problèmes de financement des recours collectifs sur les plateformes. J'aurais aimé encore vous parler
de questions liées encore plus précisément à la déontologie des avocats, au financement des procès. J'aurais aimé vous parler de la question de la co-construction d'éventuels recours collectifs entre petits et grands cabinets d'avocats, parce que cette question du financement commercial des procès par les tiers va accentuer évidemment les déséquilibres entre les gros cabinets qui ont les moyens, qui trouveront des financeurs, et les petits cabinets qui ne pourront pas porter ce type et qui n'auront pas les entrées auprès de ces financeurs-là. Et enfin, j'aurais aimé vous parler, parce qu'il faut faire un peu de prospective, et je terminerai là-dessus pour respecter mon temps de parole, un peu de prospective pour la profession d'avocat, parce que finalement, il est aussi indispensable de se protéger d'évolutions très libérales dans l'exercice de notre métier, mais il est aussi important de faire un peu de prospective et de penser à comment notre profession peut évoluer pour répondre, par exemple, à ce type de problématique qui en est une. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens financiers d'aller porter des grands procès face à des grands groupes. C'est une réalité économique aujourd'hui et c'est bien dommage. La profession pourrait, elle, réfléchir à trouver une assurance de financement des procès par la profession d'avocat. C'est à nous d'inventer, c'est à nous, collectivement, nous les avocats, avec nos instances nationales, avec notre instance nationale, à avancer et à répondre à ces questions que je viens d'évoquer sur le financement commercial, à répondre aux attentes de nos futurs clients avec des procédures et des process qui respectent nos règles déontologiques. Et c'est à cette condition-là que notre profession restera ce qu'elle est, c'est-à-dire un opérateur particulier sur le marché du droit, et ce qui nous permettra de ne jamais être considérés comme des commerçants, mais comme une profession réglementée avec une déontologie forte. Mais pour pouvoir continuer à être cet opérateur, il faut que nous soyons en capacité de répondre aux attentes de nos clients. Et si nous laissons les clients partir vers ce type de financement, évidemment, nous rétrécissons notre avenir commun. Donc, pour moi, la profession a un grand intérêt à, elle aussi, réfléchir un petit peu plus précisément à la manière dont on pourrait répondre à cette question au-delà des règles au-delà des règles de contrôle qui ont été mises en place par l'Europe pour financer ce type de contentieux. Je vous remercie. Merci Jean-Raphaël pour cette intervention. À titre informatif, je voudrais vous signaler qu'il y a un renvoi préjudiciel allemand devant la Cour de justice concernant effectivement la participation d'acteurs tiers dans des cabinets d'avocats. Alors il faudrait peut-être que la chancellerie voit si oui ou non il serait utile d'intervenir dans ce contentieux pendant. Ce n'est pas encore paru au JOUE, mais c'est un contentieux, un cabinet d'avocats allemand financé, qui avait une prise de participation autrichienne dans le capital, s'est vu interdire par l'ordre effectivement de poursuivre cette opération. Un renvoi préjudiciel a été introduit par le tribunal de Munich et cette question sera tranchée par la Cour de justice dans 18 mois. Donc c'est assez intéressant de voir effectivement que la Cour de justice s'est saisie de cette question. Et d'autre part, en ce qui concerne le tiers financement des procès, on sait que ça existe en matière d'arbitrage. Dans beaucoup d'arbitrages, effectivement, il y a des tiers financeurs. Sur la place de Paris existe une start-up qui s'est lancée là-dedans, financée par des fonds de pension. Et on le voit bien, le débat existe. Prochainement, à Bruxelles, il y aura une réunion d'une association de tiers financeurs. Donc, eux aussi se saisissent de cette question. Donc, c'est vraiment une question d'actualité. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faudra que la profession, quand même, se saisisse. Au barreau de Paris, nous avions rendu un rapport il y a une dizaine d'années. La question avait été tranchée, avait été évoquée, mais en ce qui concerne l'arbitrage, donc le financement de l'arbitrage. Pour ce qui concerne le procès, c'est une question totalement différente, et tu as raison de souligner que ça pose de véritables difficultés déontologiques pour nous. Et donc peut-être aussi bien la conférence des bâtonniers que le Conseil national des barreaux devraient peut-être se pencher sur cette question, voir un petit peu quelles sont les difficultés, parce que de l'autre côté, du côté des financeurs, ils se regroupent et ils sont très très actifs pour essayer de trouver une fenêtre, pour essayer de trouver une solution
et arriver peut-être, on le voit bien, le Parlement européen a produit une résolution, tu l'as cité, mais le débat est là, hein, et donc il faut absolument réagir.